Merci beaucoup de m'avoir invité ici. Je suis très content, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce 6 décembre, c'est la fête de tous les Nicolas. Si on a parmi nous. Et c'est donc aussi ma fête. Et pour fêter ça, j'ai décidé de vous présenter une présentation qui était prévue en anglais, en français. Voilà. Alors, donc, je vais essayer de parler un peu de la période qui précède ce dont Jean-Jacques Hublin vient de vous parler et qui, sans doute, va annoncer un petit peu les événements qui vont conduire à la colonisation ou à la dispersion, plutôt, de l'homme moderne en Amérique du Nord. Mon exposé est divisé en plusieurs parties principales. La première partie va introduire une série de concepts ou d'idées générales concernant le climat et le contexte environnemental de cette dispersion de l'homme moderne en Eurasie. La deuxième et la troisième partie vont concerner la dispersion elle-même, et donc je vais ici me concentrer plus sur l'Asie, puisque, étant donné la contrainte de temps, bien sûr, et le sujet donc, de l'exposé précédent, c'est ce qui est sans doute le plus approprié. Alors, très rapidement, je vous parlerai un peu de la route sud de dispersion de l'homme moderne vers l'Asie. Rapidement, parce que ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est plutôt la dispersion vers le nord, avec ce qui, ici, j'ai appelé pre-modern humans, donc avant l'homme moderne. Je ne parle bien sûr pas d'ancêtre direct dans ce cas-ci, mais plutôt des dispersions qui précèdent la dispersion de l'homme moderne dans ces régions, et puis l'homme moderne lui-même. Et enfin, j'aimerais introduire une série de questionnements, puisque comme dans le cas de la dispersion de l'homme moderne en Amérique, beaucoup de ces questions restent en attente de réponse. Je vais essayer donc de proposer une série de modèles qui pourraient expliquer pourquoi les hommes se dispersent dans ces régions qui sont si peu favorables a priori aux dispersions. Pourquoi est-ce qu'ils vont essayer de s'attaquer à ce challenge et en voir un peu comment cela pourrait aussi nous aider à comprendre l'origine des dispersions humaines vers l'Amérique du Nord. Alors tout d'abord, quelques chiffres que j'ai trouvés sur Internet concernant l'Asie. Et pourquoi je veux vous présenter ceci? Eh bien, c'est pour un peu essayer d'expliquer pourquoi je m'intéresse à l'Asie en termes d'évolution humaine. L'Asie est un territoire énorme, comme vous le voyez ici sur cette carte, qui représente, si on prend toute la surface de la planète en compte, à peu près 9% de la planète elle-même, mais plus ou moins un tiers de la surface donc, en dur. Il y a donc plus ou moins 11 zones de temps et 60% de la population mondiale est actuellement vit en Asie. Et ce qui est intéressant donc, sur cette dia, la partie inférieure, vous avez une comparaison entre l'Afrique et l'Asie. En termes de densité de population, c'est non seulement une région assez vaste, mais pour laquelle la densité de population est assez équilibrée par rapport à la surface. Donc c'est le peuplement et la densité de population ici qui rend cette région fondamentalement très importante si l'on veut comprendre les mécanismes qui ont lié donc, notre espèce à se répandre sur la planète en général. D'autre part, c'est une région très riche au niveau de sa diversité environnementale. Il y a deux moyens, deux approches possibles pour essayer de comprendre cette diversité. D'une part, on peut voir comme ici sur cette dia que les zones climatiques s'orientent du sud vers le nord comme une série de bandes le long des lignes de latitude. Et bien sûr, c'est lié à l'exposition de la planète au Soleil. Et cette sériation, si on veut, des zones climatiques va avoir un impact évident sur le type d'environnement que les hommes ont rencontré quand ils vont faire ces premières dispersions, entreprendre ces premières dispersions. Donc on a une première série d'environnements bien spécifiques, organisés du nord vers le sud, avec bien sûr la toundra,
et les environnements périglaciaires qui sont particulièrement très difficiles d'accès, avec une steppe taïga ici, vers le nord. Alors plus on descend vers le sud, plus on a toujours des environnements très ouverts avec les steppes, une bande de steppes ici qui connecte, si on veut, le nord de la Chine jusqu'à peu près en Europe centrale. Alors c'est quelque chose que je vais vous demander de garder à l'esprit, parce qu'on a une espèce de corridor, hein, pour reprendre l'expression qui a été utilisée auparavant, qui connecte donc l'Europe, ou la partie orientale de l'Europe, vers le nord de la Chine. Alors bien sûr, quand on regarde ce qui se passe vers le sud, c'est très différent. On a une barrière ici topographique, hein, sur laquelle je vais revenir dans un instant, derrière laquelle se cache, parmi les déserts les plus inhospitaliers de la planète, le désert de Taklamakan. Donc, la partie de cette dia qui va nous intéresser principalement durant cet exposé, c'est cette partie nord ici. Mais si l'on regarde la dispersion des populations actuelles, en fait, la densité de population se concentre plutôt dans le sud, au sud de l'Himalaya, des plateaux du Tibet, avec donc des centres de population ici, dans des environnements très très différents, plutôt subtropicaux et tropicaux. Donc, ce que ça nous indique ici, c'est qu'il y a un deuxième facteur très important à prendre en compte si on veut comprendre la répartition des environnements en Asie et en Eurasie en général, c'est bien sûr la topographie et l'altitude. Cette carte est volontairement sombre, elle vient de la NASA, et en fait, plus vous voyez, plus les zones ici sont éclairées, plus l'altitude est élevée. C'est pour un peu vous donner une idée globale d'où l'on trouve, comme vous le savez sans doute tous, où l'on trouve les sommets les plus élevés sur notre planète, sont bien sûr en plein milieu de l'Asie, donc ce territoire dont nous allons parler. Le plateau du Tibet, les chaînes de montagnes telles que l'Hindu Kush, le Pamir, le Tian Shan, qui forment ici le nœud qu'on trouve dans la partie ouest de ces obstacles, vont être fondamentaux pour essayer de comprendre ce à quoi non seulement les hommes, mais les espèces animales vont, les défis qui vont les attendre et ce qui va orienter leur route de dispersion. Alors ces plateaux du Tibet et ces chaînes de montagnes sont bien plus anciennes que les premières dispersions humaines. Si l'on considère les parties les plus récentes qui vont s'élever dans ces régions aux alentours de 10 à 8 millions d'années, on parle d'un moment où peut-être nos ancêtres, notre lignée se sépare tout juste du chimpanzé en Afrique. Alors, je veux dire, ce changement au niveau topographique va aussi induire une série de changements au niveau climatique, puisque l'air humide qui vient de l'océan Indien va être bloqué, il ne va pas pouvoir atteindre la partie centrale de l'Asie, et on va avoir le début d'un système qu'on appelle les systèmes de moussons, avec les moussons d'hiver, les moussons d'été. Et bon, pour faire simple ici, ce qu'on appelle le désert de Taklamakan, qui se trouve ici logé juste derrière ces chaînes de montagnes, va être privé d'un apport essentiel en termes d'humidité. Et on va en faire donc une des zones les plus inhospitalières de l'Asie centrale. Donc pour en revenir à notre sujet ici, ce qu'on va voir, c'est en fait deux routes principales de dispersion, une vers le nord, qui va passer au nord de cet obstacle montagneux, et une route vers le sud, qui va nous conduire droit vers l'Australie. Et ces deux routes impliquent donc deux adaptations très différentes, des environnements fondamentalement différents, puisque si vous vous souvenez, quelques dias auparavant, nous avons ici des environnements plutôt subtropicaux et tropicaux, et alors vers le nord, des choses qui sont beaucoup plus orientées vers la steppe et la steppe toundra. Alors, je ne peux pas passer mon temps à parler seulement de la route nord ici, parce que la route sud est pour l'instant la route qui est la plus acceptée, on va dire, et la plus intéressante pour nombre de chercheurs en ce qui concerne la dispersion de l'Asie, parce qu'elle est réputée être plus ancienne que la route nord. Vous allez voir dans un instant pourquoi cette route a nécessité
quelque part, a eu autant d'engouement. Elle a été formalisée, ce modèle a été formalisé suite à la redatation d'un squelette qui a été découvert en Australie, dans la région du lac Mungo, dont ma collègue Catherine Fitzsimmons, je suppose, vous a déjà parlé. La datation, les résultats ont surpris beaucoup de gens. Le résultat était très ancien, vers 45 000 ans. C'était à peu près à cette époque qu'on voit les premiers hommes modernes et leur développement comportemental moderne émerger en Afrique. Alors il a fallu donc expliquer comment les hommes modernes ont pu se déplacer si rapidement depuis l'Afrique vers la Mélanésie et l'Australie. Donc le modèle qui a été proposé est un modèle côtier, de dispersion côtière, un peu comme celui qui a été proposé pour le peuplement des Amériques, une voie rapide le long des côtes, qui aurait été facilitée par l'adoption par l'homme moderne d'une série de comportements qui trouvent leurs origines et leurs sources en Afrique, dans le sud de l'Afrique précisément. Les hommes modernes dans cette région ont pu, grâce au changement, à la variation des marées, s'adapter à des ressources qui sont côtières et à développer la technologie nécessaire pour pouvoir survivre sur base dans un environnement côtier. Grâce à ces aptitudes, ils ont pu se disperser donc le long des côtes rapidement, ici, depuis l'Afrique, vers le sud-est et rejoindre l'Australie, avec bien sûr le caveat qu'il fallait utiliser un bateau pour traverser de l'Indonésie vers l'Australie à travers la faille de Wallace. Alors ce modèle a fait l'objet d'un test assez, on va dire, théorique. Comme vous le voyez ici, il s'agit d'un test prédictif sur base des caractères topographiques de cette région qui est extrêmement vaste, sur base de données environnementales. On a dès lors produit un modèle prédictif par ordinateur qui pourrait montrer quelles sont les routes de dispersion qui sont les moins coûteuses. Donc c'est la loi du moindre coût. C'est par là que l'on suppose que les hommes ont commencé par se disperser. Évidemment, c'est un modèle très théorique, encore une fois. Ceci ne se base que sur un point A et un point B. Vous n'avez pas encore besoin ici d'introduire des données archéologiques le long de cette ligne. C'est le type de modèle qu'on utilise pour ceux qui sont familiers de cette méthode pour trouver des sites, en fait, et non pas pour essayer d'expliquer ce qu'ils font là. Alors c'est une route similaire qui a été proposée pour les premiers peuplements de l'Asie, notamment par Homo erectus, puisque, encore une fois, quand on se déplace le long de cette route, on évite de se déplacer vers le nord à travers ces bandes de latitude et donc de changer fondamentalement, changer radicalement, j'ai envie de dire, d'environnement. Ce fameux axe du loup que l'écrivain Sylvain Tesson a souligné ou décrit dans ses récits de voyage va présenter beaucoup plus d'inconvénients que si l'on suit une ligne de latitude et dans le cas de l'Homo erectus reste proche d'un milieu tropical. Alors voici le modèle simplifié. Il a un grand désavantage, c'est qu'il est très difficile à tester puisque l'homme moderne se serait déplacé le long des côtes à un moment où le niveau des mers était plus bas qu'aujourd'hui et suite à une expansion, une transgression des mers, les preuves ou les signes de cette dispersion ont été recouverts par l'océan. Et donc, il est un peu difficile de tester ce modèle et en même temps, à la fois, on ne peut pas l'accepter sur base d'une absence de preuves. Un des vecteurs possibles de la dispersion de cet homme moderne le long de la route sud, et ici je fais référence au travail de mon collègue Anthony Marks, que vous avez peut-être pu écouter également, c'est un technocomplexe qu'on appelle le technocomplexe nubien. En gros, il s'agit de groupes de sites qui ont été regroupés sur base, pour la plupart, de gisements de surface, donc du matériel qui est trouvé dans l'est de l'Afrique et depuis récemment le long de la côte ici qui est au sud du désert arabique. Alors on a ici le premier passage d'un détroit de Bab el-Mandeb et donc une première dispersion d'un type d'outil lithique ou d'une technologie en fait vers l'Asie qui est datée aux alentours du stade isotopique 5, c'est-à-dire il y a environ 100 000 ans.
Pourquoi est-ce que le Nubien est si populaire comme possible vecteur de la dispersion de l'homme moderne? Eh bien, simplement parce qu'il est dans une région où on va voir l'homme moderne émerger comme une unité anatomique, tout près notamment des restes humains de Herto, mais aussi parce qu'il est très facile à retrouver ou repérer dans un environnement. Il est très facile à identifier, pour faire simple. Cette technologie est caractérisée par une série de nucléus qui produisent des grandes pointes. Et ces nucléus sont en forme de triangle, ils sont extrêmement standardisés. Donc on peut facilement suivre cette technologie dans le paysage et on a quelques attentes sur l'origine de cette technologie qui viendrait donc d'Éthiopie, du Soudan et d'Égypte. Cela dit, excusez-moi, les restes humains sont très rares, associés directement avec cette technologie, donc on n'est pas sûr à 100% qu'il s'agit d'hommes modernes. Et d'autre part, on ne retrouve pas de Nubiens au-delà du détroit d'Ormuz. Donc il semble qu'ils se soient déplacés vers l'est, mais que ce déplacement soit avorté. Il ne s'agirait pas dès lors d'une migration ou d'une dispersion qui a pu être complète. Vers le nord, la sortie d'Afrique, une sortie d'Afrique qui a été aussi documentée sur base de restes humains, avec les restes d'humains de Skule et Kafse, qui se retrouvent dans le Levant, ici, et qui implique que, donc, plus ou moins à la même période, où on voit l'expansion du Nubien, il y a environ 100 000 ans, l'homme moderne, ici, sur base de restes anatomiquement identifiés, se déplace vers le nord également, mais il s'agirait ici plutôt d'une dispersion qui est liée à une expansion du biome africain vers le nord. Et donc ce n'est pas des gens qui se sont décidés un jour avec une carte et un but précis de se dire nous partons vers le nord. Il s'agit ici plutôt d'une expansion d'un milieu environnemental dans lequel ils font partie, qui va se développer vers le nord et donc éviter de rencontrer ces challenges environnementaux que l'on pourrait rencontrer quand on traverse les lignes de latitude du sud vers le nord. Alors, pour la petite histoire, ces hommes modernes, anatomiquement modernes, sont associés à un matériel qui est très proche, un matériel lithique, archéologique, qui est très proche de ce que le néandertalien fait à la même époque. Et en fait, on se demande pour l'instant s'ils n'ont pas croisé les néandertaliens dans cette région ici. Cela dit, après cet épisode de Skule et Kafse, qu'on appelle un épisode, simplement parce qu'on ne retrouve pas de continuité d'occupation de l'homme moderne dans ces régions. C'est le néandertalien qui va revenir dans ces régions du Levant, à l'est de la Méditerranée, au moins pour environ 20 à 30 000 ans avant qu'on en retrouve des restes humains associés à notre espèce. Donc, certains ont même présenté les choses comme si le néandertalien reprenait le Levant aux hommes modernes. On parle ici d'une radiation humaine qui n'a pas été plus loin à cette époque. La route sud, comme je l'ai dit, plus on se déplace vers l'est, plus on a du mal à trouver du matériel archéologique qui supporte cette hypothèse. En fait, à part quelques ensembles lithiques ici, dans le désert de Tar, qui présentent de vagues ressemblances avec le Nubien, on trouve une série d'ensembles d'outils et de pierres qui sont très difficiles à caractériser, simplement parce qu'ils manquent, à l'inverse du Nubien, si on veut, ils sont plutôt expéditifs et donc peu standardisés. Quand on regarde donc ces ensembles lithiques ici, il est très difficile de juste au juger décider quelle espèce est responsable pour leur manufacture. Donc, on trouve dès lors deux hypothèses. D'une part, ceux qui considèrent que la route sud, elle commence avec le Nubien, puis on a un groupe humain qui va se déplacer vers l'Asie et changer sa manière de faire au fur et à mesure qu'il avance vers l'est. Et donc conserver cette idée d'une dispersion ancienne des populations. Ou alors on a un modèle, une alternative, où certains vont considérer que ces ensembles lithiques ont été produits par une espèce humaine qui est plus ancienne que la nôtre, n'a pas encore été identifiée dans l'enregistrement fossile, parce qu'on a un manque total de fossiles dans ces régions, l'exception d'un ou deux.
et donc une dispersion de l'homme moderne qui serait plus tardive et qu'on ne peut retrouver qu'au moment où on voit ce qu'on a appelé la suite de traits comportementaux qui sont d'habitude attribués à l'homme moderne, c'est-à-dire un débitage ou une production d'outils de pierre extrêmement standardisés, accompagnés d'outils osseux et de pendentifs ou de matériel dit symbolique. Donc on a deux types de modèles pour expliquer la dispersion vers la route sud, une chronologie longue et une chronologie courte, qui ont été proposés par des chercheurs très fameux et très visibles. Mais en gros, quand on regarde ce qui supporte ces modèles, on ne retrouve pas vraiment beaucoup de matériel archéologique sur lequel on peut s'appuyer. Dès lors, ces modèles, qui postulent donc une occupation de l'homme moderne avant l'éruption du Toba ou après l'éruption du Toba, restent à tester. En ce qui concerne la route nord, comme vous allez le voir, c'est plutôt l'inverse. On a trop de matériel, on ne sait pas très bien quoi en faire. C'est très compliqué. Et c'est peut-être pourquoi cette route nord, qui va être proposée sur base assez logique, comme je l'ai fait dans l'introduction, n'a pas été simplement... les recherches n'ont pas été aussi rapides à amener... On n'a pas directement pensé à une possible route de dispersion pour notre espèce en particulier. D'une part, quand on bouge vers l'Asie centrale, vers l'Est, on a beaucoup de restes humains, en fait, qui sont trouvés dans des contextes archéologiques difficiles, c'est-à-dire pour lesquels la datation est plus ou moins incertaine, sur des fouilles anciennes, pour lesquelles on n'avait pas toujours les méthodes qu'on souhaiterait avoir, ou la précision qu'on souhaiterait avoir pour associer ces restes humains au matériel archéologique. Ou simplement, les restes humains, ils ne sont pas diagnostiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas identifier une espèce sur base de fragments. On n'a pas les fragments qu'il nous faut. Ici, je vais essayer de vous en présenter quelques-uns qui sont principalement trouvés le long de ce coin que forment ces chaînes de montagnes, cette barrière infranchissable, à l'époque en tout cas, pour nos ancêtres et notre espèce. Je devrais ajouter que avant ce fameux stade 5, isotopique 5, avant la barrière vers 120 000 ans, on trouve très, très peu de fossiles qui sont convaincants. C'est-à-dire que pour l'instant, les traces les plus anciennes de peuplement, pour parler franchement, ici, on les retrouve, en tout cas au niveau fossile, ne sont pas plus anciennes que 100 000 ans. Cela dit, l'archéologie que l'on retrouve associée donc aux dépôts de l'os qui sont placardés le long de ces montagnes au Tadjikistan montre des traces d'occupation intermittentes au moins de plus anciennes qu'un demi-million d'années. Des liens sans doute très forts avec le Proche-Orient. Un des sites les plus fameux, c'est donc le site de Teshiktash, dans les collines de Hissar, dans le sud de l'Ouzbékistan. Fameux parce qu'il a livré dès les années 30 les restes d'un enfant, d'un individu qui a été décrit par Weidenreich, spécialiste du Homo erectus, comme étant néandertalien. Mais très rapidement, il a généré une controverse, puisque, étant un enfant, il n'a pas des caractères néandertaliens typiques très développés. Et donc, certains y ont vu possibles traces d'hybridation au niveau morphologique, ou d'autres simplement un homme moderne, mais avec des caractères particuliers. Donc, c'est seulement récemment qu'une étude morphologique proposée par Philippe Goons et des collègues ont pu utiliser des nouveaux outils comme la géométrie, morphométrie, pour essayer de reconstituer, de simuler comment cet enfant, quelle morphologie il aurait eu s'il avait pu vivre jusqu'à l'âge adulte. Et c'est grâce donc à cette simulation qu'on a pu montrer que les traits qui seraient typiques aux néandertaliens, comme ce bourrelet sourcilier épais ici, ne sont pas visibles simplement dus au fait qu'on a ici un individu qui n'est pas adulte. Donc la simulation confirmerait en quelque sorte le fait que nous avons ici affaire à un néandertalien. Il y a d'autres éléments, je vais y revenir. Un deuxième site plus récent qui a été fouillé donc dans les
15 dernières années, le site de Obi Rahmat. On se trouve ici dans l'est, dans le nord-est de l'Ouzbékistan. Alors c'est une grotte qui est ici levée dans cette falaise, avec le camp où nous logions quand nous fouillions là-bas. Donc on est encore une fois ici dans le centre, juste en face de ces montagnes, le Tian Shan, qui sont les contreforts de l'Himalaya, si on veut, avec un individu très fragmentaire. C'est des fragments de calottes crâniennes qui ont été remontés ici, qui ne sont pas très, très parlants, mais alors certains fragments osseux qui nous renvoient à l'oreille interne de cet individu. Et comme certains d'entre vous le savent peut-être déjà, l'oreille interne, elle, est diagnostique pour faire une différence entre nous et les Néandertaliens. Et dans ce cas-ci, l'oreille interne et la morphologie dentaire semblent indiquer que nous avons affaire à un individu néandertalien. Plus à l'est, nous avons la grotte de Okladnikov dans l'Altaï. Même problème, ces restes sont connus depuis plus d'une vingtaine d'années. Le problème, c'est que les dents étaient particulièrement usées et n'étaient pas tellement diagnostiques au niveau de l'espèce. Et ici, le reste post-crânien, c'était un peu pareil. On n'avait pas décidé vraiment s'il y avait des Néandertaliens ou pas dans la région. C'est important ici de comprendre pourquoi les gens ont tant hésité. C'est-à-dire que si on identifiait des Néandertaliens dans l'Altaï et en Sibérie, d'un coup, on étendait leur rayon d'action de plus de 2000 km vers l'est par rapport à ce qu'on sait de leur territoire en Europe. Et c'est ce qu'on a fait récemment, ce qu'on peut faire maintenant clairement, grâce aux restes découverts il y a quelques années seulement dans la grotte de Chagirskaya. Donc, vous avez ici la grotte d'Okladnikov et les grottes de Chagirskaya très proches l'une de l'autre, dans le nord-est de l'Altaï, qui, elle, a livré des restes d'une mandibule, une hémimandibule, qui sont particulièrement parlants et clairement néandertaliens. L'archéologie associée à ces sites, spécialement pour ce qui est de Okladnikov et Chagirskaya, elle est clairement néandertalienne. En fait, montre beaucoup de parallèles avec ce qu'on sait de l'outillage lithique associé aux néandertaliens en Europe. Quelque chose qu'on pourrait appeler clairement moustérien, avec un nom imprononçable de variante locale. Un indice de Levallois qui est assez pauvre, donc on n'a pas vraiment ici de production laminaire, ni de production Levallois standardisée. Et alors des fameux racloirs ici transversaux, très typiques du moustérien, quelquefois des bifaces. Donc jusqu'ici tout va bien, une morphologie qui est néandertalienne, un matériel archéologique néandertalien également, et bien sûr, pour ceux d'entre vous qui le savent déjà, je présente les résultats génétiques à la fin. C'est un peu pour faire le malin, parce que je suis archéologue. Donc je voulais montrer qu'en fait, il n'y a pas trop de suspense. L'ADN mitochondrial a démontré en 2007 ou 2008, si je me souviens bien, que nous avons ici à Téchiktash et à Okladnikov des individus néandertaliens. Donc, encore une fois, ici, pour vous donner l'idée ça change vraiment la donne, une expansion de plus de 2000 km vers l'est. Et jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, Okladnikov et l'Altaï restent l'extension est maximum de cette espèce. Cela dit, pour se déplacer d'Europe de l'Ouest vers Okladnikov, ils ont dû emprunter donc cet itinéraire qu'on peut appeler la route nord à travers la bande de steppe. Comme vous l'avez sans doute entendu ou vu avec la présentation de Matthias Meyer, d'autres découvertes plus surprenantes ont été documentées dans l'Altaï, notamment à la grotte de Denisova, avec une série de fossiles qui sont associés à ce qu'on appelle ces niveaux de transition, où quand on regarde le matériel archéologique, on ne sait pas vraiment dire si on a affaire à des hommes modernes ou des néandertaliens. Et donc, je veux dire, le petit mystère ici, c'était d'essayer de savoir qui était l'artisan de ces industries lithiques. Et on y avait une espèce de pari, puisque le néandertalien venait d'être confirmé dans la région, j'ai envie de dire. C'était de trouver un plus ancien homme moderne qui aurait sans doute coexisté avec les néandertaliens dans la région. Et donc des fossiles qui étaient en général non diagnostiques au niveau morphologique étaient passés donc au crible de l'analyse ADN. Alors,
Le fossile, qui est le fossile type pour ce qu'on appelle les Denisoviens, a été trouvé donc dans une galerie ici latérale de la grotte de Denisova. Dans des fouilles assez récentes, 2006-2007 si je me souviens bien. C'est une extrémité distale donc de petits doigts d'un individu qui était sans doute un juvénile. Une excellente préservation des matériaux, c'est 70% de 70% de préservation au niveau de l'ADN. Pour vous donner une image, je pense que c'est plutôt de l'ordre de 1 ou 2% quand on considère les restes néandertaliens utilisés pour séquencer le génome du néandertalien en Europe. Et alors, une ADN mitochondriale qui va montrer que les Denisoviens sont 2 fois plus différents de nous que nous sommes différents des néandertaliens au niveau de la lignée maternelle. C'est un petit peu ce que montre ce graphe ici. D'autre part, l'ADN mitochondrial donc, va aussi souligner qu'il y a une différence, une divergence entre notre lignée et la lignée des Denisoviens qui est ancienne, c'est-à-dire aux alentours de 800 000 ans. Et en fait, même plus ancienne, si je me souviens bien. Donc il faut dès lors, si cette divergence de les populations est plus ancienne que la divergence avec les néandertaliens, il faudrait donc créer une nouvelle espèce pour ces Denisoviens. Mais bon, ici, on l'a juste identifié au niveau de l'ADN. La morphologie, elle, sur un petit doigt, c'est très difficile à dire. En fait, jusqu'à présent, on a juste une dent et quelques fragments. On ne sait toujours pas à quoi ils ressemblent, ces Denisoviens. Il est donc possible qu'on ait déjà dans l'enregistrement fossile des Denisoviens. Donc, dès lors, ce sont des genres de choses qui vont un peu freiner, si on veut, l'enthousiasme de créer une nouvelle espèce. Et c'est tant mieux parce que on va, avec les résultats de l'ADN nucléaire, on va obtenir donc, des résultats assez contradictoires avec l'ADN mitochondrial a priori. Simplement parce que la divergence va devenir plus récente, et dès lors plus récente que la divergence avec la lignée néandertalienne. Ça va donc en faire un cousin des néandertaliens, ce qui reste aujourd'hui, et une divergence donc, qui se passerait aux alentours de 600-500 000 ans. Je ne vais pas m'aventurer trop loin dans la génétique. En tant qu'archéologue, ce ne serait pas très sage. Mais néanmoins, il y a quelques implications assez importantes sur les travaux sur les Denisoviens. Bon, comme vous le savez tous, on a hérité en Eurasie d'un petit peu de génome de nos amis néandertaliens. En fait, si on fait le même test et qu'on cherche pour trouver cet héritage dénisovien parmi les hommes modernes, c'est seulement dans quelques populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée que nous avons trouvé, en Mélanésie, que nous trouvons une petite contribution, faible, certes, mais réelle, des Denisoviens aux lignées locales, en plus d'une contribution néandertalienne. Et donc, vous voyez ces camemberts ici, ils représentent une intensité, enfin je veux dire une contribution relative des Denisoviens à la lignée des populations locales. Et il y a ici un axe nord-ouest-sud-est que l'on peut tracer, qui montre que plus on bouge vers le sud-est, plus on trouve une contribution importante. Ceci ne veut bien sûr pas dire que vous avez un 100% Denisoviens, mais plutôt que ici la contribution est très importante. Par contre, sur le continent, on trouve une contribution qui passe sous le radar ou simplement pas de contribution du tout. Et c'est important de faire la différence parce que, bon, pour expliquer ces deux contributions, d'une part, il faudrait, s'il n'y a pas de contribution denisovienne aux lignées modernes ici, sur le continent, il faudrait dès lors parler d'une rencontre quelque part au milieu de l'Indonésie entre les premières migrations modernes et des Denisoviens qui seraient contraints ou qui habiteraient dans ces régions ici. Ou simplement, on pourrait parler d'un problème de détection. Il est difficile de détecter une contribution qui serait très faible, peut-être affaiblie par une sélection naturelle, intensive, ou
une succession de migrations modernes qui vont, si vous voulez, diluer cette contribution jusqu'au point qu'on ne puisse pas la détecter. Les récentes découvertes faites sur le génome des populations tibétaines qui sont habituées au manque d'oxygène semblent indiquer que c'est la réponse alternative la meilleure. Il y aurait une contribution très faible des Denisoviens parmi les populations continentales, tibétaines dans ce cas-ci, indétectable si ce n'est pour cette région du génome qui a été identifiée chez les populations tibétaines et pour laquelle on trouve un parallèle uniquement chez les Denisoviens. Donc, même si la contribution est faible, dans le cas des Tibétains, cette contribution denisovienne à leur génome leur a permis des milliers d'années plus tard, bien sûr, de s'adapter à des environnements où l'oxygène manque cruellement. Donc, petite contribution qui a un effet majeur. Donc, tout ceci est pour vous montrer que, avant même que l'homme moderne ne se déplace le long de la route nord a été utilisée par plusieurs espèces. Et nous avons ici des témoignages génétiques, fossiles et archéologiques, bien plus nombreux que ce qu'on trouve pour la route sud. Au niveau de l'archéologie, qu'on associe d'habitude à l'homme moderne, on a ici ce qu'on appelle le paléolithique supérieur initial, daté vers 45 000 ans, calibré, avec un matériel archéologique qui, un peu comme le nubien, est suffisamment typique pour qu'on puisse le suivre à travers différentes régions. Production de lames gigantesques, certaines d'entre elles font aux alentours de 30 cm, avec des matériaux très durs. Une production qui rappelle très fort les châtels péroniens, donc quelque chose qui se trouve entre le paléolithique supérieur et le paléolithique moyen, entre ce qu'on attendrait d'hommes modernes et ce que les Néandertaliens font dans les périodes précédentes. Et des productions très curieuses que l'on retrouvera par exemple dans des périodes beaucoup plus tardives, comme dans le Gravétien, produire des petites lames. Ce ne sont pas encore des lamelles, mais on se rapproche d'un paléolithique supérieur typique. Je ne vais pas trop vous endormir avec des histoires de cailloux. Je vais aussi vous faire part avec une dia ici. Vous n'êtes pas censé lire ceci, c'est juste pour vous montrer le nombre de critères qu'on peut identifier sur ce type d'ensemble quand on reconstruit la chaîne opératoire. En fait, quelque chose d'assez typique mais complexe, quelque chose qu'on peut reconnaître à travers différents ensembles, différentes régions, mais suffisamment complexe si on veut pour ne pas que ce soit réinventé par chance. Il est dès lors plus probable, quand on observe ce niveau de complexité dans des régions contiguës, à des dates similaires, qu'on ait ici un déplacement de cette technologie d'une région vers l'autre, plutôt que deux populations sans aucun contact qui réinventeraient cette technologie à partir de deux backgrounds différents. Cette technologie est aussi vraiment différente de ce qu'on verra plus tard. Donc le paléolithique supérieur ancien, ce qu'on appelle l'Aurignacien en France par exemple, avec ses productions de lamelles qui sont sans doute utilisées dans des projectiles composites, cela vient après. Donc on peut faire une distinction très claire entre les deux. Par ailleurs, ce type d'industrie ici appelé paléolithique supérieur ancien est clairement associé avec l'homme moderne. Donc cette technologie, comme je l'ai dit, on a pu commencer à la suivre dans le paysage, un peu comme Clovis, avec des éléments très clairs de distinction. D'abord, l'histoire commence dans l'Altaï, ici, et puis on pousse encore plus vers l'est. On retrouve le type d'assemblage le long du lac Baïkal, ici, dans ce qu'on appelle Cisbaïkal et Transbaïkal, et le long de rivières majeures qui traversent la frontière actuelle entre la Russie et la Mongolie, et même dans le nord de la Chine. Des gisements qui étaient fouillés notamment par Théard de Chardin dans les années 30. Encore une fois, je vais passer très vite sur ce type de cailloux, mais comme ça, vous ne devez pas me croire sur parole. Une série d'ensembles qui a des caractères en fait, qui sont similaires, si pas identiques, à ce qu'on retrouve plus de 1000 km plus à l'ouest. Donc on parle ici de distances qui sont considérables, j'en ai bien conscience, mais le matériel est similaire au point que si nous étions en Europe, il n'y aurait pas vous ne vous tromperiez pas entre deux ensembles aurignaciens, pour leur donner le même nom.
un matériel osseux extrêmement surprenant quand il est préservé. Donc, en plus de ces outils lithiques, on a des outils osseux ici comme ce perçoir qui est fait à partir d'os et qui est exactement le même que ce que vous trouveriez il y a environ 500 ans à notre ère en Californie pour produire des paniers. Vous avez ici des instruments de musique, des fragments de flûte ou peut-être des appos. Et alors une série de pièces ornementales, des espèces de petits anneaux qui vont être inclus dans des compositions de colliers ou de bracelets, produits sur os d'oiseau dans ce cas-ci. Pour en avoir le cœur net, on a essayé donc d'organiser des fouilles depuis 2011 dans la région ici du nord de la Mongolie, de la vallée de la Selenga. C'est des fouilles qui sont maintenant terminées, en tout cas pour le site que je vais vous présenter brièvement. Ici le Tolbor 16, qui se trouve ici, juste en plein milieu donc, de la steppe, le long de cette chaîne de montagnes. Mais comme vous le voyez, nous avons trouvé pas mal de sites et il y a énormément de matériel ou de fouilles en cours. Encore une fois, matériel identique à ce que vous trouveriez en Sibérie, aussi bien dans le Transbaïkal que dans le nord de la Mongolie, dans l'Altaï. Au niveau des détails et du système, et c'est ici que j'insiste vraiment lourdement peut-être, il faut dire que le système se déplace, pas seulement les objets. Et donc on a vraiment ici un sentiment que c'est une culture qui est en déplacement. Je ne dis pas que ce sont des gens qui se déplacent d'un coup, mais peut-être qui transmettent ça à d'autres groupes. Dans tous les cas, un système complexe, suffisamment complexe, qui sans doute qui demande un enseignement. Aussi de Tolbor 16, ce qui est important, c'est qu'on a identifié donc, la position chronologique de ces sites. 45 000 ans. 45 000 ans, c'est une période d'interstade particulièrement clémente. Et quand vous vivez en Sibérie ou dans des régions continentales, ça peut faire une différence majeure. Donc si vous plottez ces dates ici de paléolithique supérieur initial, vous remontez, hop, vous êtes ici dans un stade favorable qu'on appelle le Greenland Interstadial 12. Apparemment une période de changement majeur. Par ailleurs, le paléolithique supérieur qui suit est aussi identifié en stratigraphie par-dessus. Et lui aussi tombe dans une période de climat assez clément. Ça se retrouve d'une part quand on joue avec les datations radiocarbone et l'enregistrement climatique marin, des calottes glaciaires, mais aussi dans l'enregistrement terrestre. Je ne vais pas insister trop là-dessus ici. Donc en gros, ce qu'on voudrait proposer, c'est que dans le paléolithique supérieur initial, dans la phase initiale, vers environ 45 000 ans, il y a un déplacement de population depuis l'Altaï vers le lac Baïkal ici, et alors vers le nord de la Mongolie. Et ensuite, ça ouvre, il n'y a plus vraiment d'obstacles de montagneux, si on veut, entre le centre de la Mongolie et le nord de la Chine. Des déserts, certes, qui à l'époque aussi comportent des lacs, mais pas d'obstacles majeurs au niveau topographique. Reste la question cruciale, est-ce qu'on est sûr que ce paléolithique supérieur initial est produit par l'homme moderne? Au moment où on l'a identifié, ben non, on ne l'était pas. Il n'y avait pas de restes humains associés à cette archéologie. Mais depuis quelques années, on est un peu plus confiant grâce à la découverte de ce fossile dans l'ouest de la Sibérie, à Ustishim, donc sur les berges d'une rivière, dans un dépôt paléontologique et non archéologique. Un fémur a été trouvé. Non seulement il est morphologiquement moderne, mais ici il a pu être daté directement par radiocarbone et son ADN a pu être séquencé, montrant clairement qu'ici, d'une part, on a un homme moderne, d'autre part, il vit, ou il meurt plutôt, 45 000 ans avant notre ère, juste le même âge que ce paléolithique supérieur initial. Et il a une contribution néandertalienne, juste comme nous, de quelques pourcents, et pas plus. Donc, dès 45 000 ans, on a une colonisation, un déplacement de population vers la Sibérie, dans une zone où on ne s'attendrait pas à les trouver. L'ouest de la Sibérie est le plus grand marécage de l'hémisphère nord. Ce n'est pas du tout l'endroit où on a envie de se balader pour ses vacances. Et donc, on l'aurait plutôt attendu dans la bande des steppes ou le long des montagnes, avec ici, apparemment, des résultats isotopiques qui nous montrent qu'il mangeait pas mal de poissons.
Il n'a par ailleurs pas de signe d'introgression de Denisovien, donc il ne les a pas, en tout cas, encore rencontrés à ce point de vue-là. Vers 35 000 ans, donc la même date calibrée que notre paléolithique supérieur qui suit, on a les restes humains de Shukutien, de Dragon Hill, donc qui est un site très fameux en Chine, puisqu'il a livré les fameux restes de l'homme de Pékin. C'est un site très complexe avec plusieurs grottes. Ici, on a une grotte qui correspond donc au paléolithique supérieur, un peu différent archéologiquement, mais ici, les dates, encore une fois, indiquent qu'on a des déplacements humains dans les alentours du Greenland Interstitial 8, dans une phase tempérée. La différence entre Ustishim et ce fossile ici que nous avons, à quelques milliers d'années d'intervalle, c'est que Ustishim n'a pas de descendance visible chez les populations actuelles. On ne trouve pas, parmi les populations avec lesquelles elles ont été comparées, de descendants directs. Par contre, ici, Tianwan Cave, donc à Shukutien, est quelque part à la base des populations asiatiques actuelles. Donc, quelque part, dans ces quelques milliers d'années, il y a deux mouvements de population en Asie, l'un qui va être, si on veut, pionnier, mais qui ne va pas arriver à s'installer définitivement, et un autre mouvement de population, lui, qui va avoir plus de succès. Et donc, tout cela en quelques milliers d'années, à l'échelle à laquelle nous travaillons, une période assez courte. Donc, par rapport à ce qui a été proposé auparavant pour ces régions, on est en train d'évoluer vers un scénario au départ qui était d'évolution multirégionale, locale, du point de vue anatomique et comportemental. Les chercheurs russes et chinois ont souvent défendu cette idée que dès les premières migrations d'Homo erectus, les populations vont entreprendre un développement local qui va donner émergence aux populations actuelles. Et donc ici, on évolue vers une idée plus de série de migrations, de mouvements de population qui ne vont pas nécessairement parvenir à s'installer jusqu'au moment où, vers le Greenland Interstitial 8, aux alentours de 35 000 ans, nous avons une population associée à un paléolithique supérieur ancien qui va, elle, parvenir à s'adapter aux conditions environnementales et climatiques très difficiles de ces endroits. Et tout cela, bien sûr, dans un modèle qui s'accommode plus, qui est plus accommodant, si l'on considère que la plupart des hommes modernes de notre espèce sont issus d'Afrique. Donc, à ce stade, et avant d'en terminer avec quelques implications et quelques questions, petite synthèse, on trouve beaucoup de fossiles et d'archéologie qui sont associés à ce qu'on appelle la route nord. La route nord s'impose comme une route assez praticable, puisqu'on a donc une bande de steppes qui connecte l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, et l'Asie du Nord-Est. On a donc des preuves génétiques, morphologiques et archéologiques que cette route a été utilisée plusieurs fois, non pas uniquement par notre espèce, mais par les espèces qui l'ont précédée, le néandertalien inclus. Il a bien fallu qu'il se déplace depuis l'Europe de l'Ouest jusqu'en Sibérie en utilisant cette route. D'autre part, des questions émergent quant à la validité de la route sud, puisqu'on trouve chez les populations mélanésiennes non seulement une contribution dénisovienne, mais aussi néandertalienne. On peut se demander où, le long de la route sud, les premiers hommes modernes ont-ils rencontré les néandertaliens. On ne trouve pas de fossiles néandertaliens le long de cette route jusqu'à présent. Donc, on pourrait en terminer par dire qu'il n'est pas nécessaire que la route sud soit invalidée pour considérer que la route nord est, elle, complémentaire au scénario de dispersion quand on le veut considérer la dispersion de l'homme moderne pour un continent. Qu'est-ce que ça veut dire pour la dispersion de l'homme moderne plus à l'ouest? Simplement qu'on a ici un groupe de paléolithique supérieur initial qui trouve le chemin de la Sibérie avant d'avoir développé tous les caractères modernes au niveau comportemental. Et donc, si on regarde dans les industries ou les ensembles du même âge pour d'autres régions, en Europe centrale, on trouve
le Bohunicien ou les Miréobohunicien, qui est un petit peu le pendant de ce paléolithique supérieur initial asiatique. Ils sont différents, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas liés. On pourrait imaginer que ces différences, en fait, sont des traits dérivés après la séparation avec un groupe ancestral qui se trouvait dans le Levant. Une autre constatation, c'est que quand on essaie de regarder la dispersion de ces sites dans le nord-est de l'Asie, ici c'est un modèle prédictif, un peu comme celui qui a été fait pour la zone sud, la route sud. J'ai essayé ici d'introduire des données environnementales avec mon étudiant Josh Neuer, où nous avons utilisé le dernier interglaciaire, qui est une période très clémente, comme données environnementales de base, cette comparaison, et le maximum glaciaire, au contraire, qui sont des périodes très très froides et sèches, pour essayer de voir quelle serait la route du moindre coût pour se déplacer entre ces chaînes de montagnes. Et en fait, si on ignore cette partie-ci qui se trouve à plus de 2000 mètres d'altitude, ici j'ai mis la limite à 2000 mètres pour être sûr, mais la plupart des sites archéologiques que l'on a pour l'Asie, rien ne dépasse les 1300 mètres d'altitude. Donc ceci, ça n'aura pas une route praticable. En fait, on retrouve tous les sites archéologiques le long de cette ligne éclairée ici en blanc. C'est comme un courant électrique. S'il y a moins de coups, le courant électrique passe mieux, donc on a une ligne blanche qui se dessine. En fait, le modèle, si on n'utilise que deux sites, ici point A, point B, on peut remettre tous les sites qu'on a trouvés. Ici, il n'y en a que quelques-uns qui suivent et valident, si l'on veut, le modèle. Et se trouve là où le modèle prédit qu'il serait, si les hommes suivent la loi du moindre coût. Un groupe qui se déplace selon les lois du moindre coût, qui va sans doute essayer de s'adapter à un nouvel environnement et qui va sans doute échouer, puisque, comme on le voit avec Ustishim, il n'y a pas vraiment de descendance au niveau génétique, mais aussi au niveau archéologique. On voit le paléolithique supérieur initial disparaît juste avant la dispersion du paléolithique supérieur ancien. Donc on a quelque part des scénarios dans lesquels on a une population qui va se déplacer durant une période clémente, suivant la loi du moindre coût, qui va essayer de s'adapter et qui ne va pas y arriver, et qui va être remplacée par une population qui, elle, va pouvoir s'adapter à ce nouvel environnement. Donc on a un modèle qui prédit que dans les périodes chaudes, tempérées, avec de l'humidité, les populations vont pouvoir s'étendre au niveau démographique, mais au niveau aussi géographique. Pourquoi? Simplement parce que peut-être il y a trop de compétition dans le milieu d'origine, ou peut-être simplement parce que quand on a une période qui est plus chaude et plus sèche, vers le sud, le manque d'humidité n'est pas particulièrement favorable à l'occupation humaine. On observe ça chez les animaux. C'est un peu les prédictions que le réchauffement climatique nous amène. S'il fait trop chaud et trop sec, nous allons nous déplacer vers le nord en suivant cet axe du loup qui était si peu favorable. Par contre, dans les périodes froides, on a un rétrécissement démographique des populations autour de leur centre. Ici, sur cette carte, vous voyez des zones de refuge en rouge qui seraient des zones de refuge pour les populations adaptées plus aux conditions climatiques chaudes et humides, et pour des populations adaptées aux conditions froides, comme le lemmings par exemple, ils ont retrouvé très peu de refuges en Europe. Donc pour synthétiser ici, des populations qui vont se déplacer un peu de manière opportuniste quand le climat leur permet, au travers le long de cette route steppique, en suivant peut-être des espèces de faune qui vont chasser. Mais au moment où le climat va se refroidir, il ne faut pas peut-être imaginer une population qui se replie vers le sud, mais plutôt des extinctions locales. Finalement, ces populations qui vont pouvoir se déplacer vers le nord durant ces périodes favorables vont se déplacer franchement loin vers le nord. Jean-Jacques Hublin vous a présenté le site de Yana. Ici, nous avons donc le site de Yana qui se trouve ici, sur cette carte. Donc, un nouveau site a été publié il y a quelques semaines, un site pour lequel on a trouvé un mammouth qui a été abattu avec une série de projectiles dont des lames d'ivoire ont été retirées de la pointe des défenses.
On n'a aucune idée de qui est l'artisan de cette chasse, mais encore une fois, le fait que les Néandertaliens n'utilisent pas d'ivoire peut-être nous met sur la piste. Le mammouth a été tué encore une fois durant cette période du Greenland Interstitial 12, vers 45 000 ans, à plus de 70 degrés de latitude nord. C'est donc, pour l'instant, les traces d'occupation les plus anciennes dans ces régions, plus anciennes jusqu'à présent, avec le site de Yana, qui correspond, lui, à la période qui suit le Greenland Interstitial 8, aussi associé donc, à des restes humains du même âge, un peu plus au sud. Encore une fois, qui nous indique que les dispersions d'hommes modernes vers le nord n'ont été permises dans ces cas que par des événements climatiques tempérés. Et finalement, et j'en resterai là, on peut se demander si le vrai changement, il n'est pas à travers du dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans, mais entre ces deux périodes, donc le Greenland Interstitial 12 et Greenland Interstitial 8, à l'intervalle de quelques milliers d'années, on a des populations qui vont s'étendre dans ces environnements très dangereux et inhospitaliers et qui vont échouer, si on veut, ils ne vont pas arriver à s'installer et remplacés par une population qui, elle, en Europe, comme on le voit dans les données génétiques actuelles, comme en Asie, va être à la base des populations que nous observons actuellement. Et on peut se demander donc si vraiment ils voulaient explorer ou si c'est plutôt parce qu'une porte s'est ouverte et qu'ils se sont engouffrés. On peut aussi se demander pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, comme Jean-Jacques a amené à cette question. C'est un peu le cas au Japon. On voit des mouvements avec la faune à laquelle les hommes sont habitués à chasser, se font fréquemment, bien avant la date pour laquelle on voit une première migration humaine, ou une première dispersion humaine. Et donc ici, je trouve que la question mérite d'être posée et il nous faut des réponses pour ça aussi, essayer d'expliquer pourquoi les hommes n'étaient pas là avant cette certaine date. Et je vous remercie pour votre attention.